Aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés à Grenoble pour rencontrer un écrivain atypique qui s'autopublie. Un écrivain, pas vraiment, plutôt un auteur à deux personnes. Un Parisien, une Alsacienne, l'un écrit, l'autre relit pour former un auteur. Bienvenue sur la route des romanciers de Jacques Vendroux et Jacqueline. Comment vous êtes arrivé à l'écriture? Parce que vous n'êtes pas du tout dans ce milieu-là au départ. Alors absolument pas, moi je travaille dans l'industrie, je suis ingénieur. Par contre j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire. Je fais partie de ceux qui ont eu leur télévision pour la première fois à 35 ans, donc ce qui m'a laissé du temps quand j'étais plus jeune, même si par moments j'ai peut-être regretté de ne pas l'avoir. Et quand j'étais enfant, j'adorais, contrairement à d'autres, tout ce qui était rédaction. Raconter une histoire, raconter vos vacances, etc. C'était des exercices dans lesquels j'étais assez à l'aise. Plus tard, quand j'étais ado ou quand j'avais une vingtaine d'années, je m'amusais à écrire des nouvelles, dans le style du thriller ou des histoires fantastiques. Oui. Puis après, j'ai arrêté. Mes enfants sont nés. À partir de ce moment-là, j'ai raconté des histoires en veux-tu, en voilà. Je pense qu'on peut dire que pendant 3 ans, on a raconté tous les soirs une histoire. Mais vous inventiez des histoires pour les enfants? Ah bien sûr, oui, hein, j'avais pas le droit de lire. Fallait... Ah oui. Oui, et moi c'était Blanche-Neige, toujours la même chose, toujours les mêmes mots. Et si jamais je déviais un petit peu, je me faisais rattraper par les enfants qui disaient non, c'est pas comme ça que tu avais dit hier. Donc c'était deux options différentes. Donc vous partiez déjà dans une aventure en fait, c'est ça? Voilà, alors en plus avec les enfants c'est extraordinaire parce qu'on commence l'histoire et si à un moment on a une panne d'idées, c'est... Et maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'idée vient et hop, on enchaîne. Donc là, quand je dis 2-3 ans, je pense que je suis pas loin de la vérité. Ensuite, ils ont grandi, donc mes histoires les intéressaient moins. Et j'ai repris en fait un jour dans une navette entre Lyon-Saint-Exupéry et Grenoble. C'était une époque où je voyageais beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Asie. Et le temps était long, dans les navettes, dans les connexions, parfois les avions en retard. Ça paraît très long. Et là, j'ai commencé à écrire une histoire. En fait, à la base, j'ai écrit quelques pages en me disant « Tiens, ça va me passer le temps ». Puis j'en ai écrit d'autres. Et puis au départ, Jacqueline et ma fille m'ont dit « Ah, papa, continue ». Parce que vous lisiez les histoires? Non, parce que je leur avais passé pour qu'elle la lise. Elle dit « Tiens, ça a l'air pas mal ». Et puis du coup, j'ai continué. Et j'ai mis 3 ans pour écrire mon premier roman. Qui est toujours d'ailleurs, voilà, les pierres couchées, qui est un roman qui fait beaucoup de pages écrit tout petit. Et bien évidemment, quand je l'ai écrit, je n'avais pas aucune envie, mais aucune volonté de le publier. Le peu que j'avais regardé sur Internet, publication, édition, c'était un parcours du combattant. Donc c'était pour moi, c'était pour les gens qui étaient autour de moi. Donc voilà comment j'ai passé le temps. Je suis arrivé au premier roman qui est resté pendant un sacré temps dans le disque dur de mon ordinateur. Et ensuite est arrivé Amazon. Et je vais te laisser raconter la suite puisque c'est toi qui rentre en jeu là. Oui, alors Jacques a une amie qui est inconditionnelle de ses livres. Alors elle ne tarit pas de superlatifs sur ses livres. Et elle a vu cette émission sur Capital où David Forest nous parlait de ses succès dans l'auto-édition. Et donc, émission que nous n'avions pas vue, mais elle nous en a parlé. Et puis elle a dit, ouais, c'est super facile, il suffit d'aller sur Internet, de télécharger ton livre et de cliquer sur le bouton, et c'est tout. Alors moi je dis, si c'est si facile que ça, pourquoi pas? Tu as toujours eu envie d'avoir des lecteurs. C'est vrai que envoyer à des éditeurs un manuscrit de 5 kilos pour un résultat qu'on connaissait peut-être d'avance, on ne l'a pas fait, on n'a pas eu envie de le faire, mais ça, pourquoi pas? Si c'est 5 minutes télécharger son livre. Bon, du coup, j'ai pris un peu de temps pour le convaincre. Et puis, un dimanche, on s'est mis à la table, là, et puis au bout d'une heure, on avait un roman sur la toile. Bon, il était plus qu'imparfait, on n'avait pas de couverture, il n'avait pas été corrigé correctement. Et puis bon, voilà, c'est surtout ça nous amusait. Alors on a prévenu la famille, les amis, les collègues proches. Certains l'ont acheté, d'autres ont dit qu'ils allaient le faire, puis ils ne l'ont jamais fait, voilà. Et puis, ça nous a amusés. Du coup, on a aussi publié le deuxième qui existait, puisqu'il y en avait 2 qui étaient dans
dans son disque dur. Le deuxième étant le premier qu'il avait écrit, donc Les Pierres Couchées, et qui s'est mis à se vendre et à marcher vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe Alors là, je vais te passer le micro. C'est à la fois un grand plaisir, on se dit mais il y a des lecteurs qui ne sont pas des gens que je connais, donc des lecteurs inconnus. Ah oui. Et puis quand on arrive dans le top 100, on se dit mais t'es champion du monde. Et puis quand au bout de 2 mois on s'est retrouvé à la première place, on se dit c'est juste incroyable. Et puis 2, quelque part ça fait peur aussi. Parce qu'on se dit maintenant je vais commencer à avoir les premiers retours et puis mon livre va être jugé. Donc on a eu pas mal de commentaires, c'est le jeu sur ces tablettes-là, c'est que les lecteurs mettent des commentaires, ce qui permet de dire aux autres, d'aider les autres lecteurs à choisir leurs livres. Et puis on a eu plutôt des bons commentaires, quelques-uns assez violents, qu'au départ on a eu quand même du mal à encaisser, et puis avec le temps, même si avec le temps on s'y fait, puis on se dit mais c'est extraordinaire, c'est pas moi qui ai écrit ça, quoi. Jacques, là vous pensez que vous passez du statut au statut d'écrivain, ça naît là quand les autres... Je pense que le statut d'écrivain, ça va être les premiers échanges avec les lecteurs. Tant qu'on n'a que des notes entre guillemets, c'est bon, quelqu'un vous a noté, mais c'est encore impersonnel. Les premiers commentaires, ça commence à être un peu plus personnel, mais bon, on sait que love.dot a mis quelque chose, on ne sait pas qui c'est. Et puis après on s'est mis sur Facebook, enfin Jacqueline nous a mis sur Facebook, et puis on a eu une adresse email. Et là les premiers échanges ont eu lieu en vrai entre guillemets avec des lecteurs. Et là on commence à prendre conscience que pour le lecteur on est un auteur, on est quelqu'un un petit peu à part, alors que les choses n'avaient pas changé, on était toujours Jacques et Jacqueline, on avait toujours nos 2 enfants et on avait la même vie. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à prendre un certain statut et qu'on commence à se dire mais attention mon petit bonhomme, tu peux plus écrire n'importe quoi. Et là, il y a eu la seconde phase pour laquelle Jacqueline a été très très lourdement sollicitée et a fait un travail de titan. Ça a été la correction du livre. Puisque l'histoire des Pierres Couchées était appréciée en général, c'était une histoire fantastique, thriller. Par contre, la relecture avait été une relecture, je dirais, standard, dans laquelle il restait beaucoup de fautes. Alors beaucoup de fautes, c'est pas 5 par page. Mais c'est suffisant. Alors c'est parfois 5 par page, mais c'est suffisamment en tout cas pour avoir des commentaires de lecteurs qui sont vigilants sur l'orthographe. Alors Jacqueline, des fautes d'orthographe, mais pas que des fautes d'orthographe, il y a aussi peut-être des petits oublis, syntaxes, des oublis, des changements de nom. En fait, on pense, parce que je l'avais lu quand même ce livre, j'avais fait une précorrection, et on pense que quand on est bon en orthographe et qu'on a lu un livre une fois, il est corrigé. Donc ça, c'est l'erreur de tout écrivain débutant, c'est de croire que quand il aura relu son livre, il n'y aura plus de fautes, mais en réalité, c'est pas vrai du tout. Donc une première lectrice nous a écrit en disant « Ouais, j'ai bien aimé votre livre, mais j'étais vraiment gênée par toutes les fautes. » Tu crois, toutes les fautes, étonnant quand même, je l'ai relu ce livre. Donc je l'ai relu, puis comme vous avez vu, il est gros. Donc j'y ai passé des soirées, des week-ends, enfin vraiment du temps. Donc c'est là que la petite heure ou les 5 minutes pour mettre le livre sur Internet se sont transformées en de nombreuses soirées, de nombreux week-ends. Et effectivement, il y avait vraiment beaucoup de fautes encore, donc que j'ai corrigées. J'ai remis sur Internet et puis j'ai écrit à la personne en disant « Bon, ça y est, vous pouvez y aller, je vous envoie la nouvelle version, là c'est bon, c'est nickel, il n'y a plus de fautes. » Et donc, une semaine après, elle me réécrit « En fait, si, il en reste encore pas mal. » Je dis « Oh non !» Alors bon, j'ai repris mon courage à 2 mains, j'ai relu le livre, il y avait encore plein de fautes, de coquilles, d'oublis. Et en fait, on s'aperçoit qu'en lisant un livre, on est pris dans l'histoire, on est pris dans la phrase, on voit les mots dans leur globalité et on ne voit pas les petites fautes. Et vous arrivez, Jacqueline, à vous détacher de l'histoire pour justement... donc ce livre-là que je n'avais pas relu au fur et à mesure, c'était assez difficile. Maintenant, quand Jacques écrit, je relis au fur et à mesure, je relis par morceaux, je relis quand c'est fini, je relis après que le correcteur professionnel soit passé. Donc à force, l'histoire, je la connais et l'histoire, ça m'intéresse plus, quoi. Donc, mais c'est vrai que celui-ci, j'ai eu un peu de mal. Donc j'ai réécrit à cette personne en disant bon, ça y est, c'est lu, c'est corrigé. Puis elle m'a écrit non, il reste encore des fautes. Alors là, je lui ai dit écoutez, là moi, j'en peux plus. Si vous voulez corriger, allez-y. Sinon, essayez de faire abstraction. Elle a dit bon, d'accord, je vais corriger. Et c'est là qu'elle a corrigé le livre.
Et ça lui a fait tellement plaisir de corriger un livre qu'elle a changé de boulot, elle a laissé tomber son métier, elle a fait une formation de correctrice. D'accord. Et elle est partie, donc Formacom, c'est une formation assez reconnue. Et maintenant, c'est son métier. Donc voilà, une première interaction avec lecteur qui a... Donc mes fautes d'orthographe ont créé des vocations, ont servi à quelque chose. Alors, vous avez ça, avant de parler de la création en elle-même, mais vous avez ça de particulier, c'est que vous avez une vraie interaction avec vos lecteurs, et ça continue après le livre. Ça, je suis assez estomaqué par ça, c'est-à-dire que, notamment sur des aventures qui se passent, on a vu les photos, on voit les photos de Martinique, etc. Vous racontez aussi comment est né le livre et les lieux où ils sont nés pour vous. Ça a une importance, ça, cette interaction avec le public, avec vos lecteurs. Oui, tout à fait. Alors déjà, moi, quand j'écris un livre, je considère que je raconte une histoire. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, l'histoire est sous forme de livre, bien évidemment, mais une histoire, ça veut dire des personnages, ça veut dire des lieux, ça veut dire rêver. Donc, le lecteur, pour moi, il est indispensable. Si on prend un conte, j'ai toujours l'image du conte à la veillée. Si le conteur, à côté de sa cheminée, il a personne à qui raconter le conte, il sert juste à rien. Donc, le lecteur, pour moi, c'est vraiment celui qui va faire vivre mon livre. Donc, la première phase, effectivement, c'est raconter l'histoire. Et j'ai déjà lu des histoires où je me disais, tiens, j'aimerais bien en savoir plus. Quand on ferme le livre et qu'on est à la fois content parce que l'histoire est terminée et frustré parce qu'il n'y a plus de pages à lire, on se dit, on aimerait bien autre chose. Et c'est là qu'on a eu des idées avec Jacqueline. C'est Jacqueline, une fois de plus, qui les a mises en œuvre. C'est de dire, tiens, une des idées, par exemple, c'est de dire, et si on montrait des photos des lieux où se sont déroulées les différentes scènes de l'action. Et là, c'est toi qui rentrais en action et qui a fait pour chaque livre une espèce d'album photo, en fait. Et vous avez des remarques, alors, justement, des lecteurs là-dessus ? Donc, en fait, ça, c'est sur le blog. Donc, on prévient sur Facebook qu'il y a des nouvelles pages, des photos qui sont mises en ligne. Il n'y a pas énormément de gens qui vont les voir, parce que je pense aussi qu'il y a des gens qui, quand ils lisent un livre, ils imaginent des lieux et ils n'ont pas envie de voir les vraies configurations, parce qu'ils seraient déçus et leur imaginaire serait... tout ce qu'ils ont imaginé, voilà, ouais. Mais par contre, il y en a qui vont voir et il y en a qui sont vraiment ravis, notamment tous les lecteurs américains à donc ceux qui nous écrivent, c'est les seuls à qui on peut dire il y a ça qui existe, allez le voir. Donc ceux qui vont voir, en général, ils répondent c'est super, c'est merveilleux, ça donne envie d'aller visiter la France, ou même des lecteurs français qui viennent voir, qui disent c'est vraiment chouette, elles sont bien vos photos, ça donne envie de lire le livre, ça donne envie de... Oui, puis même, vous racontez l'histoire de l'histoire, quoi. Voilà, c'est ça. C'est intéressant parce que c'est commenté quand même. Ça donne vie à l'histoire aussi, ouais. Oui, pour le petit dernier, là, la nouvelle qui s'appelle Les Enchères, il y a toute une histoire autour de l'histoire qui est assez amusante, presque aussi intéressante, enfin, de notre point de vue, peut-être pas du point de vue des lecteurs, mais aussi intéressante que l'histoire elle-même. C'est la façon dont l'histoire est arrivée, dont l'histoire s'est poursuivie, les interactions avec les lecteurs. Donc, tout ça, c'est en plus, et ça, c'est une partie assez chouette. Alors, Jacques et Jacqueline se sont rencontrés à Grenoble pendant leurs études, et c'est justement dans la vieille ville qu'ils se baladent, non seulement pour l'inspiration, mais aussi pour les souvenirs. Là, nous sommes rue Jean-Jacques Rousseau, donc on est dans l'ancienne ville de Grenoble, juste à côté de la maison de Stendhal. On va y arriver. Et alors de mémoire, c'est un coin qui a dû être conçu au XVIIe siècle. Et très sympathique parce qu'il y a pas mal de petites boutiques, de petits restos. Et voilà, c'est un endroit où on vient flâner de temps en temps. On a besoin de faire 2-3 courses quand il fait beau et qu'on veut sortir de la maison. Voilà. Et vous aimez bien ces petits endroits, c'est assez exigu ? Oui, en fait, Grenoble, c'est une petite ville mais qui a beaucoup d'histoire. Et je dois avouer que je suis assez inspiré au niveau du roman par ces rues-là. La ville, pour moi, notamment dans un des romans que j'ai écrit, est un des personnages. Ce que je dis, ça peut paraître surprenant. Mais quand on regarde là, on découvre au détour d'un chemin un hôtel particulier, une petite tour, une échauguette, une jolie fenêtre. Une belle porte. Une belle porte. Et on découvre comme ça, à chaque balade, quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qu'on apprécie. Voilà. Et vous êtes toujours à deux pour voir tout ça ? Non, moi souvent en ville, je viens toute seule. Quand Jacqueline va faire des courses pour elle, je pense que j'ai le droit d'aller faire autre chose. Je suis même convié à aller faire autre chose. Oui. Mais c'est vrai qu'on se promène souvent ensemble. Oui. On apprécie déjà
professionnellement, dans la semaine, on est assez séparés. Donc le week-end, on apprécie d'avoir ces moments de balade, de complicité, dans la ville ou ailleurs d'ailleurs. Et là, vous nous emmenez où alors Là, on va monter à la Bastille. Donc on va traverser les jardins de ville. On va prendre les célèbres œufs, le téléphérique de la Bastille. On va monter sur un endroit qui m'inspire assez souvent, parce que j'adore créer en fait en marchant, en courant, etc. Donc on va aller à un endroit où je vais régulièrement courir et sur lequel il y a un certain nombre de scénarios qui se font dans ma tête. Et quand j'arrive en haut, je note quelques idées, ou alors je les garde là. Puis quand je redescends, je les écris. Allons-y. Ah, l'inspiration, justement. Voilà le mot qui est lâché. Mais comment naît une histoire? Jacques Vendroux nous en parle. Alors là, quand je commence, je sais absolument pas où je vais, ou très peu. Il y a un thème que je veux pousser. Si je prends par exemple le dernier qui est sorti, qui était Projet Anastasis, ça commence par un attentat à Notre-Dame de Paris. Je savais que je commencerais comme ça. Je savais que je voulais parler de l'Alsace, parce que c'est une région la région de Jacqueline. C'est une région qui est très riche, à la fois en termes de tradition, d'histoire, etc. Et puis je savais à un moment que je parlerais un peu du régime du Troisième Reich. Et voilà, je suis parti avec ces idées-là, basta. Et les personnages, souvent, me conduisent quelque part. C'est-à-dire, je vais écrire une scène, et je sais comment va commencer ma scène, j'ai une idée de la fin de la scène, et en l'écrivant, sur le dialogue, il arrive que je diverge, et que ça conduise l'histoire. Alors, des spécialistes vous diront non, moi, c'est pas du tout comme ça que je fais. Au départ, j'ai ma structure, mes 60 chapitres, mes personnages sont écrits, etc. Ce qui a un intérêt, c'est qu'on sait exactement où on va. Mais pour moi, j'aime bien me surprendre, et je pense qu'en me surprenant, je surprends aussi le lecteur. C'est qu'il ne voit pas venir le changement de cap, puisque je ne le vois pas venir non plus. Ouais. Après, il y a aussi des lieux qui m'ont inspiré. C'est-à-dire que dans ce livre-là, il y a toute une action qui se passe à Malte. J'étais jamais allé à Malte avant, et un jour, on a conduit, notre fille faisait un stage d'anglais à Malte, donc on s'est dit, bah, tiens, on va y aller quelques jours avec elle. Et quand on est arrivé à Malte, la vie de cette ville et les lumières, au fait tout de suite, je me suis dit non, mais il y aura dans un livre un passage à Malte. Et du coup, j'ai créé ce passage pour aller à Malte, et l'histoire s'est greffée derrière. Mais Jacques, ça veut dire que vous écrivez en lisant, enfin, ou l'inverse, je sais pas comment ça se passe. Tout ça naît au fur et à mesure. Voilà. Très régulièrement, effectivement, c'est en écrivant que l'histoire arrive. Je sais que ça peut paraître bizarre à des gens, mais il m'est arrivé sur des chapitres d'arriver, comme je vous disais, à des fins, mais fins de chapitres que je n'imaginais pas du tout. Alors, quand j'avance dans le roman, après, ça a ses limites, puisqu'à un moment, il va falloir quand même lui donner de la cohérence, surtout sur un thriller. Donc, ça a aussi le côté, comment dire, le mauvais côté, enfin entre guillemets, c'est que ça me force à retourner en arrière pour mettre en place une histoire qui tient la route. Mais voilà, c'est comme ça que je travaille. J'ai aussi beaucoup d'échanges avec Jacqueline, qui, par rapport à une scène, va me dire oui, ok, cette scène, elle a du sens, cette scène, elle est intéressante, ou celle-là, tu l'as déjà écrite, ou celle-là, non, franchement, elle ne sert à rien. Et en général, quand elle me dit, cette scène ne sert à rien, je sais qu'elle va me le dire, mais j'ai pas eu le courage de l'enlever. Et donc après, je l'enlève parce qu'on est deux d'accord là-dessus, et puis bon. Et ça, Jacqueline, vous intervenez très rapidement sur l'écriture? En fait, il écrit 4-5 chapitres et puis il les relit et à partir de là, il me les donne. Et donc moi, je les lis à la suite, puis je lui renvoie. Puis enfin voilà, on travaille comme ça. D'accord. Et pour souligner sa façon d'écrire aussi, ce qui est amusant, c'est que parfois, il y a des lecteurs qui écrivent dans les commentaires l'histoire est beaucoup trop prévisible. Donc ça nous amuse toujours parce que lui, il sait pas comment il va écrire son histoire, mais le lecteur, lui, visiblement le sait. Donc c'est assez amusant, quoi. Et ça vous amuse justement de prendre des chemins à côté, c'est-à-dire l'imprévisible, pour le coup. Vous emmenez le lecteur là et puis finalement... Mais je m'emmène en fait, parce que je suis vraiment le premier lecteur. La première personne pour qui j'écris, c'est moi. Ouais. Et souvent quand on me dit quel conseil, Jacques Vendroux, pionnier de l'auto-édition, pouvez-vous nous donner? Je dis, moi des conseils, j'en ai pas beaucoup. Ouais. Le seul conseil que j'ai, enfin ce que j'ai vécu, c'est que quand on écrit quelque chose qui plaît à soi-même, a priori ça va pas être mauvais. Quand on écrit quelque chose et qu'on galère dessus, le chapitre, souvent, il faut le balancer parce que c'est pas bon. Et pour écrire des chapitres, c'est sur les hauteurs de Grenoble que nous retrouvons Jacques et Jacqueline dans un endroit tout à fait insolite. Là,
on est à la Bastille. Ouais. Donc la Bastille, c'est un peu la Bastille, c'est un ensemble de fortifications qui ont été construites au 19e siècle et qui servaient à protéger Grenoble. Parce que l'ennemi venait de Savoie. À l'époque, la Savoie était italienne, enfin l'Italie n'existait pas. Il y avait tout le Piémont, il y avait derrière toute l'Autriche, la Hongrie, etc. Donc l'ennemi venait potentiellement de la Savoie. Donc c'était pour protéger une arrivée potentielle des Alpes. Donc il y a des canons qui protégeaient la ville, mais non pas qui tiraient pas sur la ville, mais qui protégeaient dans ce sens-là. Des réseaux souterrains dans la montagne, des escaliers de partout, qui n'ont jamais servi finalement. Qui n'ont jamais servi, voilà. Qui servent de promenade maintenant aux Grenoblois. Voilà, maintenant c'est une super balade. C'est une destination grenobloise ici. Voilà, c'est le dimanche, le samedi après-midi. Le dimanche quand il fait beau, il y a du monde partout. On peut monter soit par les bulles, soit monter à pied en marchant, soit monter à pied en courant. Donc là on est à 500 mètres d'altitude, sachant que la ville de Grenoble est une ville très basse, même si c'est dans les montagnes. Grenoble est à 200 mètres. Donc on a monté 300 mètres. On aurait pu le faire en courant, mais comme c'était chargé, là on l'a fait en bulle. Et donc en bas, voilà, il y a la ville dans laquelle j'ai un premier roman qui a été écrit. Je suis en train d'en terminer un deuxième. Et même si je ne suis pas grenoblois à la base, parce que je suis né et j'ai habité à Paris, j'ai quand même une affection pour cette ville. On y trouve, quand on sait y chercher des choses intéressantes, on y trouve plein de petits détails qui accrochent l'œil. Et c'est des lieux dans lesquels j'ai mis pas mal de meurtres en fait. Donc ça permet pour moi de bien situer les endroits, ça permet d'amener des ambiances. Et puis après il y a aussi pas mal de scènes qui vont se passer dans les montagnes. Donc notamment dans le Vercors, qui est par là. Donc dans le Vercors, j'ai envoyé mes personnages à Villard-de-Lans, j'ai envoyé mes personnages à Autran. Ça permet pour moi de mettre en place une nouvelle ambiance, de mettre en place cette ambiance montagne. Ça met, je dirais, un rythme différent à l'histoire. Quand on est en bas, on est sur des rythmes plus rapides. Quand on est en haut, on est sur des rythmes plus lents. Est-ce qu'il y a des personnages qui sont nés ici? Il y a une scène qui est née dans la montée, donc du bas de Grenoble jusqu'à la Bastille, de mon dernier roman qui s'appellera pour le moment Sigillum Maleficarum. Une scène qui se passe au XVIIe siècle avec une histoire de chasse aux sorcières. Donc l'heure de montée m'a permis de mettre en place cette scène. Et quand je suis arrivé ici, j'avais prévu un papier et un crayon. Donc ça m'a permis de noter ce que j'avais eu en tête. Donc quand je pense à la scène comme ça, c'est soit l'histoire, soit même des morceaux de dialogue. J'ai beaucoup de mal à mettre en place un scénario assis derrière une table. Quand je pars en bas en me disant bah, tiens, il faut que j'écrive telle scène. Et puis quand je monte, les idées s'enchaînent. Puis quand j'arrive en haut, bah, la scène telle qu'elle est terminée n'est pas la scène que j'avais imaginée au départ. En général, c'est que c'est une bonne chose. Ça veut dire que les idées sont venues. J'ai réussi à me surprendre. Et j'espère du coup que je surprendrai la lectrice ou le lecteur qui s'accrochera au roman. Et d'ailleurs, quand tu l'écris, ça peut encore changer. Alors après, oui, effectivement, après il y a la scène. Moi, je suis le premier lecteur. Ouais. Et puis après, j'ai ma première lectrice. Qui après chaque chapitre a la gentillesse de relire tout ce que j'écris et n'hésite pas à être assez critique dans le bon sens du terme sur ce que j'ai pu créer. Je te laisse. Oui, je suis assez objective et je suis pas dans le genre oh mon chéri, ce que tu fais c'est formidable. Pas, non. Mais je le fais pour lui, donc pour qu'il progresse justement. Et en général, je pense qu'assez souvent j'ai raison. D'ailleurs, souvent au début, il dit oh ça m'embête tout ça, puis il y réfléchit, puis il se dit non mais en fait c'est vrai, t'as raison. Et puis souvent il reprend. Alors peut-être pas forcément exactement comme je le lui suggère, mais il reprend des scènes qui sont peut-être pas crédibles ou pour lesquelles il y a eu des répétitions par rapport à d'autres livres ou par rapport à... Et je pense que c'est une des forces de Jacques Vendroux, entre guillemets, c'est qu'il y ait deux personnes. Il y a moi qui vais écrire et Jacqueline qui va relire de près, qui va amener ses critiques, avec un esprit critique, qui va me repositionner les personnages, qui va me donner aussi son avis de femme, parce que j'ai beaucoup de femmes dans mes personnages principaux, parce que je pense qu'il y a plus parfois de complexité à mettre sur une femme que sur un homme, et ça m'évite d'écrire des grosses bêtises. Il m'accuse de censure parfois même. Alors c'est vrai que pour la petite histoire... Des personnages qui se lâcheraient avec d'autres dames. J'ai eu un personnage principal qui a couché avec une autre et qui n'a pas eu le droit, sous prétexte qu'à la fin, il en aurait vexé une autre. Alors bon, dans ce cas-là... La lectrice n'aurait pas apprécié. Donc ma première lectrice a mis un peu de moralité dans une scène, heureusement pas dans toutes.
Jacqueline, ça vous arrive, vous, de lui passer commande sur un personnage, sur un lieu Je dis, moi, mon rêve, ce serait toujours été de pouvoir être 2, 3 pour faire une le ménage, une aller au boulot, une s'occuper des enfants, une se faire plaisir, tout ça. Tu pourrais pas essayer d'écrire un truc là-dessus? Et donc, ça a donné naissance à ce petit roman là qui s'appelle Multiplication. Le personnage principal, il sait pas pourquoi et le lecteur ne sait pas pourquoi non plus, ni au début ni à la fin. En tout cas, il se divise en 2 et du coup, avec tous les avantages que ça peut procurer et puis peut-être un peu les inconvénients, mais donc voilà. Et ça finit par une scène où beaucoup de lecteurs m'ont demandé la suite, c'est-à-dire qu'ils tombent amoureux d'une fille et les deux partent dans la chambre à coucher avec la fille et ça s'arrête là. Et là, je crois que j'ai créé des frustrations. Il y en a qu'un qui part, l'autre il dort, non? Non. Ah bon, je me souviens plus. Voilà, de retour ici chez Jacques Vendroux qui nous accueille pour cette émission sur la route des romanciers. Jacques, est-ce que vos personnages font partie de votre vie? Est-ce que vous les trimballez au travers de vos voyages? Est-ce que quand vous êtes quelque part, est-ce que vous dites tiens, tel personnage irait bien dans ce TGV par exemple? Est-ce que vous les emmenez avec vous, vos personnages? Oui, je suis accroché à mes personnages, parce que je vais les avoir avec moi pendant plusieurs mois, et ils ne me quittent pas comme ça. Ouais. Donc effectivement, quand je suis maintenant à un endroit, je regarde les lieux, et je me dis, tiens, ce lieu a l'air un peu mystérieux, ou un hôtel grandiose, on pourrait rentrer là, alors on va prendre une photo de l'entrée, souvent on se promène ensemble, ou alors si j'ai pas de photo, je vais sur Internet. Dans la nouvelle que j'ai écrite qui est Les Enchères, il y a toute une scène qui se passe dans un hôtel à New York, et là je suis allé sur le site de l'hôtel, et donc quand je dis qu'elle s'assied dans un fauteuil orange, le fauteuil est orange. D'accord. Voilà, donc j'ai utilisé ces photos là pour rendre l'histoire plus crédible, et je pense que ça se ressent à ce moment-là, même si Ça c'est veut du dire que détail. vos personnages ils existent au quotidien, quoi. Vous êtes toujours avec eux? Alors, je sais aussi, quand c'est nécessaire, les laisser de côté, mais effectivement, il y a certains personnages dans certains livres auxquels je me suis attaché. Et d'une certaine façon, quand le livre est fini, je les laisse. Mais je sais qu'ils ne vont pas mourir, parce que tous ceux qui vont lire le livre vont leur redonner vie, et ils vont vivre des milliers de fois. Jacqueline, vous lui donnez un petit peu d'idées avec ces personnages, ou vous lui dites tiens, si tu mettais le commissaire dans parfois, oui, on parle enfin, c'est pas le plus souvent, faut bien le reconnaître, il a quand même ses idées à lui. Mais parfois, il me raconte un peu, ou parfois, il est un petit peu coincé sur un scénario, il sait plus trop où il va aller, alors on en discute. Et on réfléchit à 2 sur une suite possible, on évoque différentes possibilités, et puis voilà, c'est un échange, et puis du coup, parfois ça le décoince un peu, notamment sur Les Enchères, là, cette nouvelle qu'on vient de publier. La fin et la chute, on en a pas mal discuté ensemble sur comment faire une chute qui soit ouverte et qui laisse un peu le lecteur un petit peu frustré parce que c'est une nouvelle, justement. Donc ça, on avait bien échangé là-dessus. Mais bon, malgré tout, ces personnages, ce sont ces personnages. Moi, je suis plus attachée à l'aspect publication, administratif, blog, Facebook. Donc j'interviens plus sur ces aspects-là. Alors, et correction. Lecteur, personnage, lecteur. Parfois, vos lecteurs deviennent des personnages. C'est ça, Jacques? Tout à fait. Alors, il y a soit les clins d'œil à des amis où on va mettre un personnage secondaire qui aura un nom très ressemblant, et donc la personne ça va effectivement lui faire plaisir d'arriver dans le roman, parce qu'en général j'en mets plutôt des personnages positifs, sinon c'est plus des amis après la lecture du livre. Et pour les enchères, donc cette nouvelle, elle a été écrite suite à un petit défi qu'on s'était lancé avec 2 lectrices qui appréciaient toujours, j'espère, ce que j'écrivais, et qui m'avait dit Jacques, on aimerait bien essayer d'écrire aussi, mais c'est compliqué, etc. Je dis vous allez essayer ce que je vous propose. Là, c'était grâce à Facebook, là, on était sur les célèbres MP. Ce que je vous propose, c'est que j'écris un premier paragraphe, et puis après, vous avez 3000 lignes et 3 semaines pour écrire une histoire. Elle dit oui, 3000 mots, excusez-moi. Et elles ont dit bon, d'accord, on prend le pari. Donc j'ai écrit ce premier paragraphe. Et puis du coup, je me suis pris au jeu aussi
Puis comme je ne sais pas respecter les règles, je n'ai pas fait 3000 mots, j'en ai fait 12 000. Et il ne sait pas faire court en fait, Ah oui. il a du mal. C'est vrai quand vous payez l'épaisseur. Voilà. Même ma nouvelle fait 40 ou 50 pages. Mais bon. Et puis, du coup, j'ai donné, en écrivant ça, j'ai pensé à ces 2 lectrices. Et j'ai donné aux 2 personnages principaux les 2 noms des lectrices, les 2 prénoms des lectrices, avec qui, du coup, on a lié une vraie relation, plus que écrivain-lecteur, une relation vraiment sympathique. Et du coup, ces lectrices sont devenues personnages. Voilà. Alors après, j'aurais fait vivre une vie, moi je ne les connais pas. Donc quand elles vivent quelque chose, je ne les imagine pas en train de vivre ça, bien évidemment. Mais dans le visage des personnages, j'avais toujours un peu le leur, et c'était assez amusant d'écrire comme ça. Alors est-ce que vous pensez que le genre thriller est le meilleur genre pour raconter des histoires? Alors ça, Qu'est-ce que ça vous apporte le thriller? Moi, le thriller, l'intérêt, je trouve, c'est que on va pouvoir mettre en scène de l'action. Donc j'ai envie de raconter une histoire. Alors quand je racontais des histoires aux enfants, il y avait toujours des monstres, des sorcières, des chevaliers. Ouais. Donc j'ai pas dû beaucoup évoluer, sauf que maintenant, ils sont peut-être un peu plus violents qu'ils l'étaient dans l'histoire de mes enfants, quoique. Ensuite, il y a un auteur qui m'a donné envie d'écrire, même si j'écris depuis un bout de temps, c'est Jean-Christophe Granger. J'ai lu des bouquins de Granger où j'étais aspiré par le livre. Je me dis, mais ce type-là, il a un vrai talent pour tenir son lecteur en haleine. Et j'ai pas du tout la prétention de faire du Granger. Je dirais que j'essaie de faire ce qu'on appelle en français un page-turner, de donner envie d'aller toujours plus loin dans le livre. Et ça, le thriller, c'est un genre qui s'y porte très bien. J'aurais beaucoup plus de mal à écrire des histoires sur ma vie, des histoires plus tragiques. Je pense que... Mais il faut toujours qu'il y ait l'intrigue, en fait. Il faut qu'il y ait une intrigue. Il faut qu'il y ait une intrigue, et ce que j'ai envie, c'est de tenir le lecteur en haleine. Et pour tenir un lecteur en haleine, quoi de plus simple qu'une intrigue? Jacqueline, vous le retrouvez, Jacques, dans ses personnages? Est-ce qu'il y a toujours un petit peu de lui? Certaines fois, oui. Bon, Ouais. je pourrais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu personnel, Oui. mais... Non, mais... Certaines fois, on a effectivement des débats sur des personnages qui réagissent d'une certaine façon, Ouais. qui est vraiment propre à Ah ouais, Jacques ouais. et pas propre au commun des mortels. Et lui, il s'étonne, il dit « Ah bon, tu trouves ?» Ah, c'est amusant, Donc ça. oui, on a déjà eu des débats familiaux sur la question. Alors Jacqueline est aussi parfois un peu police des mœurs par rapport à certains personnages. C'est vengeance. Non. Non, mais j'avais écrit dans un roman, il y avait le personnage principal qui était... où on sentait poindre une histoire entre lui et une autre femme. Et puis là, il est en mission et il se fait draguer par une jolie femme dans un hôtel, et il craque. Et là, Jacqueline m'a dit non, mais il ne peut pas craquer parce que tout le monde attend une histoire qui va arriver avec la première fille. S'il craque, il va passer pour un salaud, ça ne sera pas crédible. Donc il n'a pas craqué. Il n'a pas eu le droit. Il n'a pas eu le droit. Il n'a pas eu le droit de C'est ça. craquer, tout simplement. Il m'en a voulu un petit peu quand même. Il dit, ouais, tu me laisses pas écrire ce que je veux, mais je pense que j'avais quand même raison. Allez, on va partir encore dans les rues de Grenoble, là où Jacques Vendroux cherche son inspiration. Et on se balade, allez, on vous emmène avec nous. Là, dans tout ça, vous êtes un peu surpris de votre succès. Vous avez un réel succès à travers vos livres. J'ai l'impression que vous êtes un peu surpris, que ça arrive comme ça, un peu par hasard. C'est, je dirais, uniquement un espèce de bonus. On prend vraiment ça comme une belle aventure. On en voit essentiellement les côtés positifs. On a découvert un autre monde qui est le monde de l'édition. On a découvert des auteurs indépendants dans lesquels il y a des gens extraordinaires, des gens qui sont arrivés pareil à l'écriture un peu par hasard, qui ont du talent et pour qui c'est pas non plus la raison d'être, donc qui ont gardé leur personnalité.
On a découvert aussi le monde de l'édition, on a découvert Amazon, on a eu la chance d'être invité 2 fois au Salon du Livre. Donc, c'est vraiment des choses qui arrivent, qui nous font plaisir. Je pense que le mot plaisir, j'ai l'impression d'être un peu un footballeur quand je dis ça. Bon, l'important sur le terrain, c'est de se faire plaisir. Ouais. Mais voilà, quand on écrit des livres, pour moi, c'est la même chose. Et vous avez le même sentiment, Jacqueline? Moi, Vous êtes un peu du côté obscur. oui, du côté obscur, quoique moins maintenant, parce que ayant écrit ce petit guide Grimper vers le top 100, et ayant parmi nos amis Facebook de nombreux auteurs qui nous demandent des conseils, enfin, avec lesquels on échange, les gens qui nous connaissent un petit peu savent que derrière Jacques Vendroux, il y a ces 2 personnes et savent qu'ils peuvent s'adresser à l'un ou à l'autre. Donc, je suis pas la lumière, mais je suis quand même pas... Mais vous êtes surprise aussi, vous, du succès de Jacques Vendroux? Bah, écoutez, bon, je veux pas faire de la pub pour les livres de mon mari, mais quand je lis un thriller qui est édité et qui est pas forcément extraordinaire, je me dis, bah, les siens, ils sont au moins aussi bien. Bon, peut-être pas tous, il y en a peut-être qui sont vraiment, vraiment beaucoup mieux. Mais par rapport à des tas d'autres livres que j'ai déjà lus, et alors depuis qu'on a une liseuse, je lis, mais j'ai jamais autant lu, je regarde plus la télé, je fais plus que lire. Bah, ces livres, je trouve, alors de mon point de vue, hein, c'est pas forcément le genre de livre que je lirais moi, mais je trouve qu'ils soutiennent la comparaison avec des livres plus professionnels. Ouais. Donc je me dis pourquoi pas. Et puis ça fait plaisir aussi, c'est très valorisant d'être pris un peu comme des experts de l'auto-édition. Bon, même si maintenant il y en a d'autres qui font quand même bien aussi et mais bon, une belle aventure. Voilà. Alors justement, qu'est-ce qu'ils en pensent, les éditeurs, les vrais éditeurs livres? Vous avez des contacts avec eux? Alors on a eu des contacts. Bon, on n'a pas vraiment cherché non plus, hein, mais comme finalement l'auto-édition nous satisfait pour beaucoup de points de vue, on s'est dit, dans la démarche, c'est quand même logique aussi d'aller voir un éditeur, demander ce qu'il en pense, pour la reconnaissance, pour aussi vivre une autre aventure. Donc bon, il y a l'éditeur américain Amazon Publishing qui nous a proposé de traduire des titres en anglais, et donc il y en a déjà un qui est paru. L'autre qui paraîtra au mois de mars. Et donc ça, de ce côté-là, c'est un éditeur, mais c'est un éditeur américain, c'est Amazon, c'est pas du tout la même chose que les éditeurs français, hein, au niveau... c'est pas les mêmes schémas. Et puis côté France, on a eu des contacts. Alors, on nous a fait comprendre que les thrillers français, c'était pas forcément ce qu'ils recherchaient. Il y a tellement d'auteurs américains qui ont déjà fait leurs preuves, qui peuvent être traduits et qui seront vendus de manière sûre, que faire le pari sur un auteur inconnu dont on ne saura pas si les livres seront vendus ou pas, c'est un risque qu'ils n'ont pas forcément envie de courir. Donc on a eu ça comme réponse. On a eu comme réponse, ouais, le livre m'a bien plu, mais bon, j'ai pas eu le coup de cœur. Bon, ouais, alors pourquoi pas. Les réponses traditionnelles. Voilà, mais quelqu'un qui l'avait effectivement lu, hein, on s'était adressé à la personne directement. On a tenté l'envoi de manuscrits, on en a envoyé 5, ouais. On n'a pas eu de réponse, donc on s'est dit de toute façon, c'est même pas la Finalement, peine. ce qui vous arrive, c'est le mieux. Oui, finalement, oui, on est content d'avoir commencé comme ça, parce que dans l'autre sens, je pense pas qu'on serait arrivé aussi loin. Donc, il y a des choses en préparation, Jacques, en ce moment? Alors je suis sur un roman, un nouveau thriller pour changer, où j'en ai écrit plus des 4/5e même. Donc là je suis sur la partie finale. Donc on espère le sortir second semestre 2016. Puisqu'il va y avoir toute la partie quand même relecture, correction, etc. Comme expliquait Jacqueline, qui se doit d'être la meilleure possible, par respect pour les lecteurs. Et puis, de temps en temps, comme les enchères, je me permettrai d'écrire soit une nouvelle, soit un roman court, entre deux thrillers. Alors, avec la particularité sur le roman qui va sortir, c'est qu'on retrouve les mêmes personnages. Ah, voilà. Ça, c'est Donc là, j'ai essayé quelque chose. J'ai essayé de remettre en place les personnages, mes personnages grenoblois. Donc ma capitaine Nadia Barca, là, qui la pauvre va se retrouver avec un cas au moins aussi tordu que le précédent. Et cette fois-ci, on va quitter un peu Grenoble. On va quitter un peu Grenoble pour aller faire un petit tour en Italie.
Et puis pour aller à Lyon, parce que quand même, capitale des Gaules, il faut y faire un petit tour à Lyon. Et puis on va plonger aussi un peu dans le XVIIe siècle pour essayer de résoudre une énigme qui permettra de trouver des tueurs au XXIe siècle. Comment on va connaître la date de sortie, Jacqueline? Dans la mesure où nous, on ne la connaît pas encore, mais nos lecteurs privilégiés, ceux dont on a l'adresse, seront prévenus et recevront quelques échantillons avant la sortie. Pour les autres, il y a le blog, il y a Facebook, donc on préviendra les gens. En tout cas, allez sur le blog parce que le blog est très intéressant, c'est Jacqueline qui s'en occupe. Vous pouvez lui écrire aussi, il n'y a pas de souci. Et puis mettez-vous amis avec Jacques Vendroux sur Facebook, ça marche aussi pour connaître l'actualité. J'ai été très heureux de vous présenter sur la route des romanciers Jacques Vendroux et Jacqueline parce qu'il faut les associer quoi qu'il arrive. On va se retrouver très bientôt pour une autre route des romanciers et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye, au revoir.